épisode 9. Mais où est Fred ? Dans l'épisode précédent, j'ai découvert dans le fond de Moscou la trace du frère de mon arrière-grand-père et de sa femme. Ils s'appellent Zalma Tim et Berta Goldreich. Et leurs enfants, Maurice, Carmen, Sonia et Ferry Eliasberg. J'ai vu le visage de Zalma et Berta sur les cartes d'identité françaises qui leur sont émises pour 2 ans en 1932. En 1934, leur visa arrive à expiration et ils sont expulsés de France pour mauvaise conduite. C'est là que je perds leurs traces. À quoi pensent-ils alors que leur demande d'asile est rejetée et qu'ils doivent à nouveau prendre la route ? Et que font-ils ? Dans cet épisode, je pars à la recherche d'une trajectoire, comprendre ce qu'ils ont pu devenir alors que le chaos s'abat sur l'Europe. Assise à ma table de consultation aux Archives nationales, venant de découvrir leur dossier, je prends tout en photo. Je note mes impressions, je finis par rendre le carton à contre-cœur et repars. L'émotion a laissé place à l'excitation. Et une fois rentrée chez moi, un souvenir me revient. Quand j'avais 17 ans, nous sommes partis un été avec mon père à New York. Nous avons pris le bateau pour la Statue de la Liberté et après la visite emblématique, le bateau s'arrête sur une deuxième île, l'île d'Ellis, Ellis Island. Elle flotte au sud de Manhattan, dans l'embouchure de la mythique Hudson River. C'est une petite île naturelle qui a été agrandie artificiellement en forme de U aux lignes très droites pour accueillir des bateaux. Jugée comme une position avantageuse pour accueillir les migrants aux États-Unis, car elle permet de les isoler tout en évitant les évasions, elle devient le centre fédéral d'immigration à partir du 1er janvier 1892. Le centre étudiera entre 12 et 14 millions de demandes d'immigration en 62 ans. Environ 2% des arrivants voient leur admission aux États-Unis rejetée et sont renvoyés dans leur pays d'origine pour raison de santé très mauvaise, de leur passé criminel ou d'un risque très fort de chômage, ce qui vaudra à l'île son surnom de l'île des pleurs. Mais la plupart des arrivants ne passent que quelques heures sur l'île après avoir répondu à une série de questions sur leur nom, leur métier, la somme d'argent qu'ils ont sur eux, leurs intentions vis-à-vis des États-Unis, les gens qu'ils y connaissent. En 2007, sur Ellis Island avec mon père, nous tapons dans l'ordinateur central recensant les immigrants passés par l'île le nom de Tim. Car mon père caresse l'idée que des Tim ou Timowski ou Timensky se seraient aventurés jusqu'aux États-Unis. L'ordinateur réfléchit et nous répond. 4 Tim sont passés par là et un homme du nom de Fred Tim a payé Ellis Island pour qu'une plaque commémore leur passage. À l'époque, mon père a essayé de trouver un bottin des États-Unis pour les retrouver. Il n'a pas eu beaucoup de succès. Je l'imagine au fond d'un motel, à passer des milliers d'appels de la Caroline du Sud au Montana en passant par la Floride. Hello, I'm looking for Fred Tim. Do you know him? Mon père ne retrouve pas Fred Tim. Maintenant, 12 ans plus tard, le 10 juillet 2019, de retour des Archives nationales, installé dans le métro, quelque chose fait tilt. Car si le frère de mon arrière-grand-père s'appelle Zalma et sa femme Berta, leurs enfants vivants en 1934 s'appellent Carmen, Sonia et Ferry Eliasberg. Ferry pourrait-il être Fred ? Par ailleurs, Carmen a aussi un fils qui s'appelle Alfred. Pas une balle de 7, mais bien 2. J'en ai des frissons, à l'époque du tilt et encore maintenant, à écrire cette phrase pour le podcast. Ferry, né en mai 1933, et Alfred, né en juin 1934. Mais 2 balles de 7, comme on dit au tennis. Alors, aussitôt rentrée, je me mets à chercher dans les archives en ligne d'Ellis Island. Quelques minutes plus tard, je tombe sur les manifestes des passagers aliens pour les États-Unis. C'est le nom qu'ils emploient aux États-Unis pour dire étrangers. 2 bateaux répondent à l'appel. Le premier bateau s'appelle Île-de-France. Il part du Havre le 1er août 1939. À son bord,
Bertha, Sonia et Ferry Eliasberg, âgés de 44, 17 et 6 ans. Le manifeste est un document en noir et blanc, plein de colonnes, occupation, statut célibataire ou marié, capacité. On leur demande s'ils peuvent lire, écrire et parler des langues. Depuis 1917, un test d'alphabétisation est mis en place. Bertha dit qu'elle et ses enfants peuvent lire et écrire l'allemand, n'ont pas de nationalité. C'est écrit « stateless » en anglais, et sont allemands de race. Leur dernière résidence permanente est à Milan, et le visa a été issu à Naples en juin 1939. Elle précise sur la 2e page du manifeste qu'ils ne sont jamais venus aux États-Unis. Je déchiffre tant bien que mal. Ils vont chez sa belle-sœur, Madame Rosa Lehman, au 3016 Park Road, à Dallas, Texas. Puis s'ensuivent toute une série de questions. Sont-ils anarchistes, polygames, estropiés ou paralysés et en mauvaise santé mentale ? Non, il semblerait que non. Bertha et ses enfants sont vivants. Ils sont partis aux États-Unis en 1939, in extremis. L'expulsion de France les aura sauvés. Finalement, avoir été en règle aura mené à leur perte mes arrière-grands-parents, Léibus et Léa. Zalma n'est pas avec eux. Il semble prendre le bateau à un autre moment, 2 ans plus tard. Il part sur l'USS Excambion depuis Lisbonne en mars 1941. Pourquoi n'est-il pas parti avec eux ? Zalma a 52 ans. Sur le manifeste, il se dit marchand. Il dit pouvoir lire, parler et écrire allemand, mais surtout, il se dit juif, dans la case dédiée à la race ou au peuple. Il n'est pas le seul. Sur la page du manifeste où son nom est inscrit, les passagers sont en majorité juifs. Ils sont charpentiers, ingénieurs, étudiants, sans profession. Il y a même un prêtre, une décoratrice d'intérieur, un producteur de films et sa femme actrice. Les Frankenstein, les Abramovitch, les Kahn ou les Kaufmann. Ils parlent en majorité anglais, français ou allemand et viennent de multiples horizons. Roumanie, France, Pologne, Estonie, Allemagne. Mais à la case de sa nationalité, le profil de Zalma dénote. Un autre mot est écrit. Nansen. Cela me perturbe. À première vue, Nansen n'est pas un pays. Pourquoi ne dit-il pas qu'il est polonais ? Qu'est-ce que c'est que ce Nansen ? Je tombe alors dans le trou d'Alice au pays des merveilles. Car Nansen, c'est un homme. Fridtjof Wedel Jarlsberg Nansen. Mais pas n'importe quel homme. Un Norvégien, champion du monde de ski et de patinage, scientifique qui étudiait le système nerveux des animaux marins, écrivain. Il mène la première traversée intérieure du Groenland à ski en 1888. Tente d'atteindre le pôle Nord entre 1893 et 1896 et devient héros national norvégien. Quel rapport avec Zalma ? J'y viens. Nansen était devenu diplomate pour la Jeune Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU, en schématisant. Et il fut nommé haut-commissaire aux réfugiés russes. Ceux qui avaient fui la révolution russe en dehors des frontières de l'Empire, Lénine avait déchu de leur nationalité. Il y avait maintenant en Europe des milliers d'apatrides qui n'avaient plus aucun droit. Alors, en 1922, Nansen créa le passeport Nansen. Je cite Alexis Génie dans son livre « Le passeport de M. Nansen ». Ce serait un document établi sous la responsabilité de la SDN et reconnu par un accord international. Ce passeport ne conférait pas une nationalité, mais accordait une existence, redonnait plutôt une existence puisqu'elle avait été ôtée, et permettait à son porteur de franchir légalement les frontières. Il était accordé après entretien avec un fonctionnaire de la SDN et un représentant de la communauté à laquelle appartenait le demandeur, qui se retrouvait alors sous la protection du haut-commissaire aux réfugiés, Nansen lui-même. 54 pays reconnurent l'accord à une époque où la SDN ne comptait que 45 membres. Stravinsky, Chagall, Rachmaninov et plusieurs centaines de milliers d'autres bénéficièrent d'un passeport Nansen. Fin de la citation. Les archives de la Société des Nations ont été récupérées par l'ONU à Genève. Je leur ai envoyé un message, car je me disais que Zalma avait dû passer devant un fonctionnaire pour demander un passeport Nansen, et que le rapport de cette rencontre lèverait le voile sur ce qui s'était passé après son expulsion de France,
Et peut-être même parlerait-il de ses origines polonaises et des circonstances de son départ. C'était inespéré. Mais cela ne marcha pas comme je le pensais. Un archiviste me répondit gentiment que vu le volume des archives, il ne pouvait pas faire de recherche individuelle. C'est un peu l'histoire de l'aiguille dans la botte de foin. Les dossiers individuels n'y sont pas tous, sont éparpillés et aucune recherche de nom précis n'est possible, encore moins avec le nom « time », qui est aussi un mot anglais souvent employé dans des archives de diplomatie. Il me dit que les archives étaient au tout départ d'un grand travail de numérisation de plusieurs années et que ce serait peut-être plus facile une fois qu'elles seraient accessibles de cette manière. Quelle patience ces recherches m'ont demandé! Quand vous cherchez une réponse de manière si intense et qu'on vous répond d'attendre 3 ans, il faut imaginer. Mais 3 ans s'écoulèrent et j'y revins. Je renvoyai un mail pour trouver de l'aide. Elle n'arriva pas, alors j'ai regardé moi-même dans les archives numérisées. Mais quel bordel! Le fond est découpé en plein de plus petits fonds. J'ai mieux compris pourquoi personne ne voulait m'aider à retrouver le dossier de Zalma, si tant est qu'il y ait vraiment eu un dossier. J'ai bien fini par retrouver des dossiers administratifs individuels. Ils sont en allemand, en russe, en français, en anglais, en grec. Les lettres qui arrivent des citoyens ne sont pas dactylographiées, ce qui rend leur lecture plutôt, voire sacrément difficile. Beaucoup de demandes arrivent sur des cartes postales de villes européennes. Une femme demande de l'argent pour ouvrir une boulangerie. J'ai même trouvé un Albert Timm, T-I-M-M. Mais je n'arrive pas à relire son écriture. De ce que je lis, ce n'est de toute façon pas Zalma. Alors pour l'instant, je n'ai pas trouvé la trace d'un dossier de Zalma dans les archives Nansen. Alors je dois revenir au manifeste des passagers d'Ellis Island. Après avoir fait état de cette nationalité Nansen, à la fin de la ligne, Zalma fait écrire que son dernier lieu de résidence était en Italie, une ville nommée Ferromonti. Par réflexe, je cherche à géolocaliser la ville pour avoir une idée plus concrète de son dernier lieu de vie en Europe. Mais Ferromonti ne semble pas exister. Pas de village, pas de lieu-dit. Une ville fantôme? Une ville pirate? Je retente ma chance dans notre cher moteur de recherche californien et lui me propose Ferramonti, pas une ville non plus, mais je découvre bouche bée Campo di concentramento Ferramonti di Tarsia, un camp de concentration pour juifs dans les montagnes calabraises du sud de l'Italie. Un camp construit et géré par les Italiens fascistes. Le gouvernement Mussolini avait pris pour habitude d'envoyer ses opposants, les indésirables, en ce qu'il appelait confinement libre, dans des endroits reculés, logés dans des villages où ils étaient surveillés par des notables locaux. Mais le camp de Ferramonti est un cas très particulier. Les locaux ne doivent pas connaître son existence. Près de 4000 personnes y seront internées. C'est le plus grand de la quinzaine des camps italiens et il accueille des prisonniers dès juin 1940, date d'entrée en guerre de l'Italie. Ce n'est pas un camp d'extermination, il y a bien des fils barbelés et des tours de garde de la milice italienne, mais il y aura une école, une nurserie, un théâtre, une synagogue, des mariages et des naissances, pas de travail forcé, beaucoup d'ennuis et de débats. Est-ce que Zalma, vivant en Italie au début de la Seconde Guerre mondiale, aurait pu être fait prisonnier là-bas? Et aurait-il pu s'en échapper pour rejoindre Naples, demander un visa et aller jusqu'à Lisbonne pour prendre un bateau vers le pays de sa liberté? Le camp était caché dans les montagnes et gardé le plus secret possible. Comment aurait-il pu en entendre parler sans y être prisonnier? Et pourquoi aurait-il parlé de ce lieu comme sa dernière résidence en Italie si ce n'était pas le cas? Qui gagnait-il? La vie de Zalma frise le scénario rocambolesque. Je l'imagine maintenant s'évader dans la nuit montagneuse, aidé d'un garde soudoyé sous l'œil bienveillant du rabbin du camp. Même si le bateau passait souvent à Naples avant la guerre, il semblerait qu'en 1940 et 1941, les départs se faisaient depuis Lisbonne. Alors je lance Zalma sur les routes de mon imagination. 2958 km exactement entre Ferramonti et la capitale portugaise. À pied, cela prendrait 25 jours, sans pause ni sommeil.
Il s'élance pour rejoindre l'un des 4 as de la flotte American Export Lines, les derniers bateaux de la dernière ligne reliant l'Europe à l'Amérique en 10 jours. 4 bateaux du fleuron américain. Ils commencent tous par Ex, Excalibur, Exocorda, Exeter et Excambion. Denis de Rougemont, écrivain, philosophe et professeur universitaire suisse, a tenu un journal de ce qu'il a appelé la route de Lisbonne, le voyage qu'il a fait entre la Suisse et Lisbonne pour embarquer en septembre 1940 sur l'Exeter. Il écrit « Je viens de voir une civilisation frappée au cœur. Je l'ai vue chanceler. J'ai vu qu'elle peut mourir. Durant cette traversée en autocar de Genève aux Pyrénées, pendant 2 jours, j'ai vu la France toute pareille à un homme qui vient de tomber sur la tête. Il se relève, se tâte, et ne sait pas encore où il a mal. Va-t-il vivre? A-t-il rêvé? Sera-t-il déjà mort? J'ai vu l'Espagne de cendres et d'esprit, incapable de retrouver son équilibre entre le démoniaque et le surhumain. Et j'ai vu, aux frontières de la Suisse, l'invasion des herbes sauvages venant des terres abandonnées du Nord, et que nos paysans s'efforcent d'arrêter avant qu'elles n'étouffent leurs champs. J'ai vu renaître les paniques dévastatrices du 5e siècle de notre ère, et je songe aux bastions que mon pays élève, nuit et jour, autour du massif du Gothard, cœur mystérieux du continent, dernier symbole d'une liberté qui ne peut plus vivre que sous la cuirasse. Hâtons-nous, car tout peut périr. Nous qui sommes encore épargnés, ne perdons pas notre délai de grâce. Dans ses articles publiés en 1946, il relate des conversations qu'il a entendues pendant la traversée. Chaque soir, les passagers se pressent devant la porte de la cabine du capitaine avec l'espoir d'entendre la radio. Une lady anglaise lui dit « Nous ne serons jamais battus, parce que nous sommes un peuple qui ne sait pas quand il est battu. » Alors, il écrit dans son journal « Comment prévoir l'issue de cette guerre lorsqu'on a remarqué qu'elle n'oppose plus que 2 nations, l'une qui ne sait pas vaincre mais qui gagne, et l'autre qui ne sait pas être vaincue mais qui perd. Les Allemands, en effet, même victorieux, se plaignent encore comme des victimes, et les Anglais, même battus, se comportent en propriétaires de droit divin de la victoire en général. » Puis, le lendemain, il relate une conversation avec un journaliste américain qui revient de Paris. Il s'appuie au bastingage, près de moi, et il me dit en crachant dans l'eau entre chaque phrase « Il y a des gens, des Parisiens, qui trouvent que les Boches sont corrects. Well, quand un gangster de Chicago vous prend votre portefeuille, il vous donne quelquefois 5 sous pour rentrer en métro. Il est correct, isn't he? » Quelle conversation entendra Zalma à bord de son bateau quelques mois plus tard. Excambion est le nom le plus symbolique qui soit pour quitter l'Europe. Dans la loi écossaise, le contrat d'Excambion est un échange de terres dans lequel il existe la garantie implicite que si une partie est expulsée de sa nouvelle terre, elle a le droit d'exiger le retour de l'autre en échange. Jamais un juif quittant l'Europe en pleine guerre n'a été aussi bien assuré. Le SS Excambion est racheté en janvier 1942 par l'US Navy et renommé USS John Penn pour servir de transport de troupes et d'équipements militaires. Le bateau sombrera le vendredi 13 août 1943 dans la campagne de Guadalcanal, une des premières offensives majeures des forces alliées contre le Japon. Encore une raison de frissonner un vendredi 13. SS Excambion n'était pas un submersible, mais elle assurait à Zalma, en mars 1941, un nouveau départ. Sur le reste du manifeste du bateau, même question qu'à Bertha et aux enfants Sonia et Ferry Eliasberg. Il indique qu'il a $100 sur lui et qu'il rejoint sa femme à Dallas. Une nouvelle vie l'attend. Je n'ai plus de doute sur l'identité de Fred Tim que mon père a essayé de retrouver 12 ans auparavant sans succès. Sur les registres d'Ellis Island, Fred Tim a payé une plaque pour Sol, Bertha, Sonia et un certain Fred Elias, lui-même. Je sais aussi maintenant que je peux resserrer mes recherches sur le Texas pour retrouver Fred et sa famille. Ces manifestes de passagers me laissent songeuse. Nous aurions peut-être pu retrouver Fred Tim il y a 12 ans en prenant rendez-vous avec un responsable des archives d'Ellis Island. Mais voilà,
Nous ne l'avons pas fait. Je crois que ni l'un ni l'autre n'y avons même songé. C'est la différence entre hier et maintenant. Cette quête ouverte me rend davantage capable. Ma confiance grandit au fil des rencontres, des trouvailles. Nous aurions donc de la famille aux États-Unis, à Dallas, des descendants du frère de Leibus. La connexion me semble si forte et si tangible que j'en frémis d'impatience. Mon père ressemble tant à Zalma qu'aucun doute n'est possible sur leur parenté. Une famille outre-Atlantique pourrait-elle combler ce qu'ignore ma famille européenne ? Dans le prochain épisode, j'enquête sur la piste de Dallas. Puis-je trouver les descendants de Zalma et de Bertha ? Que savent-ils de leurs cousins européens ? S'ils connaissent notre existence, pourquoi ne pas nous avoir cherchés ? J'ai 1000 questions pour eux. Et si je les retrouvais et qu'ils ne souhaitaient pas nous parler ? Qu'y a-t-il à Dallas ? Est-ce que les teams nous y attendent ? C'est l'objet du 10e et dernier épisode de cette saison.